Bonjour à tous, bienvenue dans Côté Canapé, la nouvelle émission de podcast de moi, Selim, votre hôte. Tout simplement, le concept est très simple. J'invite mes amis et ils me parlent des sujets qui les passionnent. Et j'ai en ma compagnie deux de mes très chers amis, Alexandre et Hugo, des passionnés d'espace. Voilà, le sujet d'aujourd'hui sera l'espace. Et donc, pour introduire ce sujet, moi j'ai une question, ouais, question au final qui est très introductrice. Euh, Comment ça vous est venu cette passion pour l'espace? Est-ce que vous avez levé les étoiles quand vous étiez petit et vous étiez dit, oh mon what the fuck, c'est trop beau? Ou est-ce que il y a eu un événement particulier ou une personne ou je sais pas? Tu veux commencer? Allez, je commence. Alors, euh, la passion, elle est venue d'où? Elle n'est pas venue étonnamment quand j'étais petit, c'est-à-dire que j'en avais un peu rien à foutre, et c'est aussi parce que mes parents en avaient rien à foutre. Je sais pas si on a autorisé à utiliser ce vocabulaire dans le podcast, mais c'est pas grave. Euh, c'est venu très tard, c'est venu vers la quatrième secondaire, donc il y a 5 6 ans, un truc ainsi. Mais ça m'a jamais lâché. Mais c'est resté distant pendant 2 ans. Et en réto, je me suis posé la question, ok, je fais quoi de ma vie? Et là, je me suis rendu compte que c'était un truc, une désillusion, j'en rêvais, et je me suis rendu compte que c'était possible. Il y a des trucs qui sont en Belgique, il y a des trucs qui sont au Royaume-Uni, il y a des trucs qui sont en Europe, et il y a des trucs cool, très cool, qui sont à proximité. Et sur ce, je vais citer Robert Goddard, hein, un des pères fondateurs des moteurs fusées, qui dit que il est bien difficile de définir ce qui est impossible car le rêve est d'hier et l'espoir est d'aujourd'hui et la réalité est de demain. Et ça représente exactement ma situation, c'est vraiment hier j'en rêvais, aujourd'hui j'en ai l'espoir, je suis en chemin, j'avance et demain j'y suis, c'est mon destin. Genre, je fais tout pour finir dans l'industrie spatiale parce que ça me passionne, parce que c'est un truc complètement fou et c'est pour moi le meilleur moyen de faire avancer les choses, c'est d'y participer et d'y être au plus près. Donc c'est vivre ma passion au max. Mais justement, en plus, on en parle, tu es dans un projet Marsus et Louvain, un projet qui te rapproche mais énormément de tes rêves. Au final, tu peux nous en parler. Alors Marsus et Louvain, c'est une ASBL soutenue par l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et en effet, j'ai candidaté pour être Executive Officer de la mission 2025 qui part dans un an dans le désert de l'Utah. Donc c'est une simulation dans le désert au MDRS, c'est le Mars Desert Research Station, où en gros on simule une simulation de la vie sur Mars avec un équipage multidisciplinaire. Donc on a tous nos compétences propres et le but c'est de faire des recherches scientifiques et tout pendant 2 semaines. Donc ça c'est une bête d'expérience. Et également été, enfin rien à voir, hein, enfin, j'ai été stagiaire, donc j'ai fini mon stage il y a quelques mois en tant que business analyst dans une filiale d'Airbus Space and Defense qui s'appelle Euroid Pipes. Et ça aussi, ça m'a permis de vivre ma passion au maximum, puisque j'ai pu voir des bras de satellite dans des salles blanches et tout. C'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est vraiment un petit peu paradoxal au final parce que tu es quand même dans des études de gestion et c'est dingue de se dire que tu as réussi à ouvrir autant de portes alors qu'au final, tu même pas dans un secteur de l'astrophysique en particulier, quoi. C'est vrai, je suis loin des maths, loin de la physique. Enfin, loin des maths, non, mais la physique, la chimie, la bio, tout ça, j'ai laissé tomber. Mais c'est aussi lié à mes secondaires. En secondaire, j'étais en option sciences éco. Et j'aimais ça, j'aimais ce que je faisais et j'avais envie de continuer, j'avais pas envie d'abandonner quelque chose que j'aime. Et j'ai décidé de continuer là-dessus pour les études supérieures. Donc, je suis étudiant en ingénieur de gestion. Mais je veux pas lâcher le spatial. Et quand j'ai dû choisir mes études, je me suis posé la question de, OK, qu'est-ce que je fais pour avoir le maximum de choses que j'aime au même endroit en commun et pouvoir ne rien laisser tomber. Et ça, c'est un moyen parce que toutes les entreprises du New Space, comme les entreprises gouvernementales, ont besoin de personnes en gestion, de personnes pour gérer. On a besoin de managers. C'est historiquement souvent des ingénieurs industriels et civils qui font des project management, mais je suis convaincu, il y a déjà certaines entreprises qui font le pas de prendre des gens orientés business parce qu'il faut avant tout faire tourner le système économiquement avant de le faire tourner techniquement.
Comme quoi, au final, quand on choisit ses études, on a l'impression de se fermer énormément de portes, sauf que quand on regarde, elles sont pas si fermées que ça. Et si on le veut vraiment, on peut toujours s'arranger pour rester dans nos passions au final. Et du coup, Alex, toi, comment t'es venu cette passion pour l'espace? Je sais pas non plus en fait. Je pense que ça a toujours. Parce que moi je me rappelle, j'ai commencé vraiment le truc basique, c'est tu regardes les C'est pas sorcier, tu vois. En mode sur le système solaire, C'est pas sorcier sur. Ouais, le système solaire, je l'ai bouffé plein de fois. Là, les mystères de l'univers aussi, enfin, tout trucs comme ça. Parce que c'est un sujet qui piquait ma curiosité, tu sais, comme quand t'es petit, t'es intéressé par les dinosaures, puis t'es intéressé par un autre truc, enfin. Et puis je suis tombé dans l'espace, et en fait, ça m'a fasciné à quel point c'est un truc. En fait, on pense que c'est quelque chose qui est. Comment expliquer ça? En fait, ça fait partie de la réalité, et des fois, on l'oublie un peu. Genre, l'espace, en fait, il suffit juste de lever la tête, quoi, et t'as tout ça au-dessus de toi. Et c'est tellement immense, quoi. Moi, il y a ce truc, l'univers, je trouve ça a un côté intimidant, un peu, tu vois. En mode, c'est un truc tellement grand, tellement vaste. Et en fait, tu te rends compte aussi que l'homme, il est tout petit, quoi. Ça fait réfléchir sur plein de trucs. Et moi, je trouvais ça fascinant, ouais, d'apprendre les planètes, qu'est-ce qu'elles ont comme spécificité, qu'est-ce qu'on sait dessus, etc. Comment. Parce que, voilà, ça remet les choses en perspective, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait continuer et qui a amplifié mon intérêt pour le sujet. C'est plus tu découvrais des infos sur l'espace, plus en fait t'avais de questions. Et plus t'étais en mode, putain, j'ai envie d'apprendre des trucs sur ça, quoi. Et cette fascination, en fait, je l'ai aussi, même si je suis pas aussi calé que vous et j'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'y intéresser énormément. Un peu ce vertige que quand on se rend compte que dans l'univers, on est si petit et qu'il y a des choses bien plus immensément grandes que nous, quand on regarde qu'est-ce que c'est la Voie lactée par rapport à toutes les autres galaxies, sa place, et on se rend compte qu'en fait, l'univers observable, il est immense et que même en dehors de ce qu'on peut observer, il y a peut-être encore d'autres choses qu'on ne connaît toujours pas. C'est vraiment incroyable et moi ça me fascine aussi. Ouais, non, mais c'est. Et puis ouais, c'est quelque chose, allez, c'est l'infini, quoi. C'est l'infini grand, c'est c'est l'origine de ce qu'on est. Enfin, tu vois, pourquoi l'homme. Enfin, tu vois, ça ramène plein de trucs. Parce que finalement, c'est l'univers, c'est là où on est. Et en fait, En fait, je trouve que quand tu t'intéresses à l'espace, tu t'intéresses, ben voilà, à la première chose qui constitue tout le reste, c'est où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fout là, vraiment. Et il y a un peu ce truc-là. Et pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas ailleurs. Et en fait, à partir de ces bêtes questions-là, t'en viens à plein d'autres et il y a moyen de partir loin avec ça, quoi. Et pour nos auditeurs d'ailleurs, est-ce que vous auriez pas une statistique un petit peu putaclic si j'aimerais dire, une statistique vraiment frappante sur à quel point l'espace est grand, immense, ou même sur la grandeur de certaines planètes ou certaines étoiles? En fait, il y a le. Bon, moi, le truc que je trouve le plus fascinant, au-delà des tailles ou allez, de la taille des objets, c'est les distances. Il y a vraiment ce truc et les gens se rendent pas compte, mais l'espace, c'est vraiment très, très, très grand. Et un truc con qui me vient comme ça, quand on pense par exemple ceinture d'astéroïdes, tu vois, on pense à un mur d'astéroïdes infranchissable, ou que c'est une galère. En fait, c'est comme s'il y avait rien, parce que la distance entre les astéroïdes, par exemple la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, bah, les astéroïdes sont séparés de centaines de kilomètres, de milliers de kilomètres. Et en fait, c'est immense. Et même avec la vitesse de la lumière, on se dit, ah, la vitesse de la lumière, c'est le truc qui va le plus vite dans tout l'univers, c'est incroyable. En fait, l'univers est tellement vaste que, bah, à échelle, en fait, la lumière ne va pas si vite que ça. Quand tu sais par exemple que l'étoile la plus proche de nous, c'est à 4 années-lumière, mais tu sais, quand on dit ça, les gens calculent, enfin, j'ai l'impression des fois les gens se rendent pas compte. On dit, oh, 4 années, ouais, c'est loin, ah, tu montes dans un vaisseau, c'est 4 ans. Sauf qu'en fait, c'est 4 ans à la vitesse de la lumière. Si t'avais pas la vitesse de la lumière, pour aller, je connais plus le chiffre, mais je crois que ça prenait 20 000 ans. C'est fort. Si on prenait la vitesse de l'objet le plus rapide qu'on a envoyé dans l'espace, qui est une sonde, je crois que c'est la sonde New Horizon qu'on avait envoyée à 200 000 km, heure, je pense. Faudra vérifier, mais c'était un truc comme ça. Eh ben, si on va à cette vitesse-là, on mettrait 20 000 ans pour aller de la Terre à l'étoile la plus proche de chez nous. Et 20 000 ans, c'est, bah, en fait, de l'humanité il y a 20 000 ans, on faisait encore du feu avec des cailloux, quoi. Donc
Est-ce qu'on existera encore au final? Tu vois, et ça met en perspective, quoi. Tu te dis, ah ouais, ok, c'est déjà une autre ambiance, quoi. C'est pas la même chose que d'aller en vacances dans le sud-est, pas une chose. Ouais, c'est vraiment dingue. Et toi, Hugo, est-ce que tu as une statistique ou un fait, un fun fact, je sais pas. Moi, Attends, je suis plus je vais en trouver un. dans le côté business et industrie au On niveau peut mondial. rentrer 10 fois la Terre dans Jupiter et on peut rentrer 10 fois Jupiter dans le Soleil, 10 fois? en rayon. C'est énorme en vrai. Le rayon de Jupiter, c'est 10 fois enfin, pas le rayon, même le diamètre. Le diamètre de Jupiter, c'est 10 fois le diamètre de la Terre. Et le diamètre de Jupiter, enfin, du Soleil, c'est 10 fois le diamètre de Jupiter. Surtout qu'en fait, c'est littéralement possible puisque bah, je vais peut-être dire des conneries, mais Jupiter c'est composé de gaz. Du coup, est-ce que au final, si on poussait la Terre jusque dans Jupiter, tu Non, mais c'est pour rentrerais? te donner la taille tu vois, genre, le Les Soleil ordres de est grandeur. tellement grand que tu peux mettre, il Ok, est ouais. aussi grand que si tu mettais 10 Jupiter l'une à côté de l'autre. Ça Ok, fait ouais. là, cette distance-là. Ouais, Euh, pas préparer j'ai les pas stats. des fun facts de merde. Bon, il y a des trucs classiques en mode, ouais, la planète la plus chaude, ah bah, c'est pas Mercure, lol, qui est la plus proche, en fait, c'est Vénus. Mais Vénus, c'est intéressant comme planète. Ouais, parce que il me semble que Vénus, on pourrait l'habiter si on avait assez de technologie et surtout de budget pour. En fait, il me semble que, vous me corrigerez, hein, mais l'atmosphère est propice à la vie humaine. Et donc, si on mettait des structures flottantes et qu'on vivrait à une certaine altitude de Vénus, la vie serait possible. Est-ce qu'on pourrait coloniser Vénus, vous pensez? Est-ce que même d'ailleurs, ce serait un meilleur plan de coloniser Vénus que Mars? Moi, j'y crois pas. Euh, Parce que, oui, peut-être en mode dans la haute atmosphère, il pourrait faire 20 degrés, mais le problème de Vénus, c'est que c'est une atmosphère, c'est du CO2, et il y a des pluies d'acide. Donc, Ah, d'accord. ouais, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée d'aller se poser là-bas. Mars, c'est plus calme, quoi. Mais bon, t'as des tempêtes de sable. En fait, Mars, c'est un désert gelé, quoi. Il fait aussi froid qu'en Antarctique, donc c'est pas dingue non plus. Là, c'est compliqué, hein. Mais ça, après, c'est toutes des suppositions. En mode, ah, si on avait le machin, là, là, en fait, actuellement, le plus facile qu'on pense, c'est la Lune, forcément, vu que c'est à côté. Mais même la Lune, en fait, on se rend pas compte, mais c'est une galère. Vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, les radiations, tu te prends tout dans la gueule. Les écarts de température aussi. Genre sur la Lune, typiquement, si t'es au soleil, il fait 130 degrés. Tu vas à l'ombre, il fait moins, je sais plus combien, je connais plus les chiffres. Et au final, c'est vrai qu'on a fait une grosse fixette sur la Lune pendant la guerre froide, mais est-ce qu'il y a encore des projets spatiaux sur la Lune? Parce que j'ai plus l'impression qu'on est vraiment plutôt vers Mars et ce genre de choses. Là, on a évidemment le programme Artemis de la NASA en collaboration avec l'Agence spatiale européenne qui est en cours, et même la JAXA notamment. Il y a eu Artemis 1 qui est déjà passé. Il y a Artemis 2 où on va faire un petit tour, du coup un voyage habité autour de la Lune avec un équipage d'astronautes. Notamment, il y aura une femme, je n'ai plus son nom, mais ce sera la première astronaute à aller autour de la Lune, je crois. Et il y aura Artemis 3 où là, on va remettre les pieds sur la Lune. Et l'idée derrière tout ça, c'est de commencer, comme dans l'ISS, avoir une présence exoplanétaire spatiale permanente. Du coup, avoir une présence humaine dans l'espace permanente, au-delà de l'ISS, parce que l'ISS va également bientôt arriver à son terme, mais sur la Lune et même à giga long terme sur Mars. Parce que quelque part, la Lune, c'est le spatioport idéal pour faire les échanges entre la Terre et Mars, en fait. Ouais, c'est le Parce problème. que décoller de la Terre, c'est horrible, parce que t'as la gravité, tout simplement. Décoller de la Lune, c'est déjà plus simple. Même s'il n'y a pas d'oxygène pour faire décoller des fusées, il n'y a pas cette contrainte il y a beaucoup moins cette contrainte de gravité. Et donc, aller vers Mars sera beaucoup plus aisé, surtout si on doit faire du ravitaillement en orbite, comme le suggère Elon Musk avec les Et Starship. même aussi, alors je sais pas mais il y a l'idée aussi que sur la Lune, en fait, comme tu es plus près de tout, même par exemple pour mettre des télescopes, et comme t'as pas d'atmosphère, tu auras moins de perturbations aussi pour faire des observations stellaires. Et je pense, je sais pas si le projet existe ou si c'est moi qui invente, mais il n'y avait pas une idée comme quoi ils voulaient poser un télescope sur la Lune ou un truc comme ça. Si le projet n'existe pas, prends-le. Alors, on devrait le faire, ouais, parce que ça serait, pour observer, ce serait mieux, tu vois. Ah, même si là maintenant avec James Webb, il y a quand même moyen de se marrer un peu. Mais en parlant de James Webb est le plus gros télescope spatial envoyé
actuellement dans l'espace. Ouais. Et il fournit des données qui sont absolument folles. Et la NASA est déjà en train de plancher sur le troisième télescope spatial après Hubble et James Webb, qui va être encore plus fou et encore plus incroyable, encore plus grand, et qui va donner des données complètement folles et qui vont justement permettre de répondre à des questions que se pose l'humanité, comme tu as éveillé. Ouais. Parce que t'imagines, parce que ça c'est la dinguerie, c'est que maintenant avec James Webb, enfin, et je pense, bon, on aura les résultats dans seulement 10 ans, faut le temps, mais la promesse de James Webb c'était de dire, c'est un télescope, où, par exemple pour les exoplanètes, le télescope est tellement précis et peut voir tellement loin qu'on pourra réussir à déterminer la composition de, allez, des exoplanètes, vraiment plus précisément, et notamment de l'atmosphère. Sans envoyer des scientifiques qui vont étudier les sols, etc. Mais en fait, par exemple, bon, là on va rentrer, je sais pas si tu voulais en parler après sur les exoplanètes. Oh, comme vous voulez, franchement, c'est open bar. C'est parti. Pour Chapitre détecter, exoplanète. avec les exoplanètes, en fait, pour les détecter, bon, t'as les trucs, les fameux machins où ça s'appelle ça porte un nom, hein. Putain, je le connaissais. Quand on détecte avec qu'elle passe devant Ouais, les l'étoile et qu'elle, transitions les thermales. transits, des Ouais, techniques les des transits. transits, Voilà, c'est ça. que, donc soit t'avais la technique des transits, technique qui a été utilisée pour découvrir la toute première exoplanète. Donc en gros, c'est quand une planète passe devant une étoile, elle cache une partie de la luminosité de l'étoile. Et ça, on sait le détecter. Et donc, en fait, comment savoir si c'est une exoplanète ou si c'est une connerie qui est passée comme ça? C'est s'il y a une récurrence. Donc, si tu vois que tous les ans, bah, la luminosité de l'étoile, elle baisse avec la même Trajectoire. pas trajectoire, enfin, je pas le mot, mais la même intensité, quoi. Que la luminosité baisse de la même façon. Bah, on se dit, ah, c'est qu'il y a un truc qui passe de façon régulière devant, donc c'est qu'il y a quelque chose qui tourne autour. Et donc, après, en fonction de à quel niveau ça fait baisser la luminosité, à quelle intensité, on sait dire si c'est une grosse planète, c'est une petite, etc. Et puis il y avait la technique avec la technique des spectres. En gros, ça c'est un peu plus touchy, je serais plus très bien expliqué. Mais donc en fait, les éléments renvoient, tu sais, c'est avec le truc de phénomène de- Prisme. ouais, mais avec le phénomène Doppler. Je sais pas. En gros, chaque objet renvoie de la lumière. Et en fait, en fonction de la composition de la planète, bah, tu vois, il y a certains éléments qui absorbent telle couleur et qui vont rejeter telle couleur. Tu vois. Et donc, dans l'atmosphère des planètes, bah, en fonction des éléments chimiques qui composent l'atmosphère, bah, ça va renvoyer telle couleur et pas une autre. Tu vois. Et donc, les mecs se disaient, bah tiens, là, avec un télescope, si on pouvait détecter cette différence, enfin, ces couleurs renvoyées, on pourrait détecter euh, les éléments chimiques qui composent la planète. C'est un truc comme ça. C'est très mal expliqué, c'est expliqué avec le cul. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, voilà, si la planète, par exemple, renvoie du bleu, ah, c'est peut-être que, j'invente, hein, il y a de l'azote dans l'atmosphère. Parce que l'azote renvoie le bleu et absorbe les autres couleurs. C'est le truc du spectre lumineux, quoi. Et ça, on voit avec James Webb, normalement, maintenant, on sait le faire. Et donc, sur des exoplanètes, alors je sais pas si on saura le faire sur des petites, qu'on a considérées comme telluriques, mais déjà sur des géantes gazeuses, par exemple, on saurait maintenant plus précisément dire de quoi elles sont composées. Je trouve ça dingue. Voilà. De se dire qu'on vit à une époque où on pourrait hypothétiquement ben, faire toute la composition atmosphérique juste en renvoyant les couleurs qui nous arrivent. Je trouve ça dingue. J'ai compris l'idée globale et je trouve ça fascinant aussi. Je trouve ça fascinant, mais dans un autre angle, dans une autre perspective. C'est-à-dire que si on arrive à détecter, grâce à ces couleurs, la composition des planètes, ça doit faciliter, mais de fou, l'observation des planètes habitables, des potentielles planètes habitables qui pourraient abriter la vie. Je trouve ça dingue. C'est ça l'idée, c'est en gros, c'est l'idée, c'est par exemple, je sais plus, l'oxygène, ça renvoie telle couleur de la lumière. Et l'idée, c'est de dire, bah, si on trouve des planètes petites où on sait voir que bah, la lumière, enfin, le reflet qui nous parvient, ça confirme la présence d'oxygène dans l'atmosphère, bah, là, on va être en mode, ah ok, c'est que il se passe un truc. Parce qu'en fait, fun fact, normalement, que tu aies de l'oxygène dans ton atmosphère, c'est pas normal. Ah bon? C'est pas normal parce que l'oxygène, en fait, l'élément, enfin l'oxygène, c'est un atome qui veut se lier aux roches. C'est un atome que normalement tu trouves pas comme ça dans l'atmosphère en fait. Et donc s'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, ça veut dire qu'il y a une source qui produit de l'oxygène. Et donc bah, on part du principe que c'est des plantes, ou des bactéries ou des trucs comme ça. Normalement il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, c'est pas normal. Ça doit pas se trouver comme ça parce que l'oxygène il veut se lier aux roches. Et donc c'est pour ça, si on trouve de l'oxygène dans une atmosphère un jour,
ça va quand même sentir très bon, quoi, parce que normalement, ça veut dire que, a priori, c'est qu'il y a un truc pas normal, quoi. C'est-à-dire qu'au moins il y a des bactéries et des plantes, quoi. Je te dis, comme l'oxygène dans l'atmosphère, c'est pas normal, ça veut dire que si on trouve une planète où il y a de l'oxygène, c'est que c'est pas normal. Et le pas normal, bah, c'est il y a une biosphère, il y a de la vie, il y a un truc, il se passe un machin, je sais pas. Ah, c'est trop bien. Et moi, ça me fascine vraiment, mais moi, c'est surtout parce que moi, je m'intéresse aussi. Enfin, je suis pas au courant des nouvelles, mais je me demande tellement, comment serait la réaction des gens si on apprenait qu'il y avait de la vie autre part que sur Terre? Et du coup, vous, c'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que ça vous intéresse? Et surtout, s'il y avait de la vie dans une autre planète que la Terre, je me demande toujours à quoi elle ressemblerait. Est-ce que les formes de vie seraient identiques à la Terre? Parce qu'au final, est-ce que ce serait pas les mêmes composants chimiques qui sont un peu présents partout dans l'univers, ou est-ce que ce sera quelque chose de totalement différent? Alors, je vais me permettre de prendre la parole pour faire la transition avec les exoplanètes, Ouais. puisque là, on a parlé de planètes rocheuses pour la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Seulement, c'est un peu récent, mais il y a les Icean Planets. Donc, ce sont d'énormes planètes d'eau, composées d'eau, avec de la glace, du coup, comme la planète Europe dans le système solaire, qui est une des lunes de Jupiter, je crois, où il y a des océans cachés sous de la glace. Donc c'est une grosse planète polaire. Enfin, c'est ce qu'on pense, on n'est pas encore sûr, mais C'est ce qu'on c'est pense, l'idée. mais il y a fort à parier. Et sous la glace, il y a de l'eau et d'autres états un peu propices à la vie qu'on ne connaît pas vraiment sur Terre, qui sont des différents types de glace. Et c'est une glace qui n'est pas rocheuse, qui est ni liquide, c'est une sorte de viscosité. Enfin, après, je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet parce que je ne suis pas un expert, mais ce genre de planète serait apparemment, on arrive à peine à les détecter de plus en plus, et elles seraient apparemment beaucoup plus nombreuses que les planètes telluriques. Et en plus, vu qu'on parle de quelque chose qui est sous la surface polaire de la planète, la zone habitable, c'est-à-dire que entre l'étoile et la planète, il y a une zone habitable. C'est-à-dire que si tu es trop proche du Soleil, c'est pas possible d'habiter la vie parce qu'il fait par conséquent trop chaud. Ça dépend des atmosphères, mais c'est pour ça qu'il y a une range. Et si on est trop loin, ce serait impossible parce qu'il ferait trop froid a priori. Et pour les planètes telluriques, on a une zone habitable qu'on connaît grâce à la Terre et qui est relativement restreinte comparée à ce qu'on peut trouver sur une zone habitable dans les planètes de type haïtienne, où c'est beaucoup plus large. Mais donc, on a beaucoup plus de chances de trouver de la vie qui est sous forme bactérielle, je ne sais pas si ça se dit, ou sous forme de bactéries, ou sous forme d'animaux marins, que sous la forme qu'on la connaît terrestre, je veux dire. Mais ça, je trouve ça dingue parce que, ouais, et je pense que c'est ça aussi qui m'a, pour reprendre la question, la première question, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait continuer à m'intéresser à l'espace. C'est ce truc que on s'est rendu compte, parce que ça, il y avait le schéma de base, comme il a expliqué, classique de, il faut une planète avec de l'eau, pas trop loin de l'étoile, et pas trop proche, et la vie peut pop. Et puis avec les missions Cassini, notamment autour de Saturne, où tu découvres que sur Encelade, il y a des jets de vapeur d'eau, en fait, littéralement, dans l'espace, qui a des composés organiques, bah en fait, tu te dis, ah bah peut-être en fait la vie, elle peut être plus, plus proche de nous, quoi. Même dans le système solaire, il y aura peut-être de la vie extraterrestre. Alors, ce serait de la vie bactérienne. Moi, je pense que ce serait de la vie bactérienne pour l'instant, si on devait trouver de la vie. Euh, mais moi, j'attends avec impatience que la NASA retourne sur que l'ESA, si vous voulez bien, envoyer une mission sur Saturne, retourner sur Encelade ou pour Jupiter aller sur Europe, par exemple. Mais il faudrait un robot, genre une espèce de robot sous-marin qui pourrait creuser dans la glace et faire un truc bordélique pas possible. Euh, Ça va peut-être te ravir, mais je crois qu'il y a un dossier qui est sur la table. ouais, j'avais entendu un truc, ou que je sais plus, c'était la NASA voulait préparer une mission comme ça, pour je sais plus quelle année. Mais après, pour ta question sur à quoi on pense que la vie devrait ressembler, moi je pense qu'elle serait pas tellement différente de chez nous. Pour une raison assez simple, c'est de la pure théorie que je sors. Euh, mais comme toutes les lois dans l'univers semblent être universelles un peu, je me dis, bah, en vrai, la vie, bah, ça devrait du coup pas être très différent chez nous. Alors je pense, si on trouve des bactéries, par exemple,
imaginons sur Encelade ou Europe, un jour, je me dis, il y a un monde où ça pourrait être, allez, elles auraient les mêmes mécanismes de reproduction, les mêmes mécanismes de vie, elles pourraient fonctionner sensiblement pareil. Je pense qu'il n'y aurait pas trop de différence, je me dis. Euh, Après, c'est une théorie comme ça, mais Et en fait, sur Terre, j'ai l'impression que la vie, elle est très, c'est un système centré autour de l'oxygène et du carbone. Mais est-ce que c'est possible que, par exemple, sur une autre planète qui habite de la vie, est-ce que justement, ce serait d'autres composés chimiques qui réguleraient cette planète et que la vie fonctionnerait bah, de manière totalement différente de la Terre? alors je te dirais, pour corriger alors ce que j'ai dit, la vie serait pas si différente si c'est de la vie qui est dans de l'eau, tu vois. Et comme en Solade ou Europe, on pense qu'il y a de l'eau, je me dis, dans l'eau, vu que ce serait comme sur Terre, a priori, on n'aurait pas trop de différence. Après, est-ce que la vie est possible avec d'autres, allez, dans d'autres conditions? Ça, je sais pas. Même les scientifiques savent pas. On part du principe quand même que, en fait, pour créer la vie, il faut un liquide, il faut un solvant, pour permettre des interactions entre les molécules, pour qu'elles se recomposent et qu'elles créent des molécules plus complexes. Donc déjà, on pense que si t'as pas de liquide, tu peux pas créer de la vie. Mais par exemple, c'est là où c'est intéressant, sur Titan, on a trouvé des lacs de méthane. Et, bah, du coup, on se pose la question si, tiens, est-ce que la vie pourrait pas naître là-dedans aussi? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans le méthane? Parce qu'en plus, sur Titan, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un cycle en fait. Comme le cycle de l'eau. Et sur Titan, tu as des lacs de méthane qui s'évaporent et qui retombent sous forme de pluie. Tu as vraiment tout le même schéma que sur Terre. Mais c'est pas de l'eau, c'est du méthane. Donc peut-être. Bon, là-dessus, j'ai pas la réponse. Donc, je sais Alors moi j'ai un élément de réponse. On parlait de carbone et d'oxygène. C'est en effet le meilleur combo qu'on a sur Terre. Mais il y a des pistes scientifiques. Alors là c'est au niveau théorique, mais ça pourrait être le cas. La vie qu'on connaît est basée sur le carbone, mais il pourrait y avoir une vie basée sur un autre élément comme le silicium. Donc des formes de vie. En fait là c'est de la chimie. C'est vraiment il faut qu'il y ait on a ce qu'on appelle sur le carbone, c'est les chaînes carbonées. Il pourrait y pas. Ouais. avoir une forme de vie sur base de chaînes de silicium ou ce genre de choses. Mais là, c'est de la chimie. Et comme je l'ai dit au début de l'interview, j'ai laissé la chimie derrière moi. Mais je sais qu'il y a des théories qui existent et que c'est une piste envisageable. Mais alors, la vie serait pas comme on la connaît sur Terre. Je trouve ça vraiment fou. En fait, ça nous ouvre vraiment en perspective. Je trouve que l'espace, ouais, comme vous l'avez dit, c'est le sujet qui, au final, nous fait rendre compte que nous ne sommes pas vraiment un cas à part et que on est simplement, entre guillemets, les produits de l'environnement, de l'univers, en fait, et que, enfin, je veux dire que tout ne tourne pas autour de nous, quoi. Et mais du coup, pour étudier un petit peu cet autre système à base de silicium, il va falloir faire des projets spatiaux, etc., je suppose. Et justement, en parlant de projets spatiaux, il y a sûrement plein de projets actuels dont je ne suis absolument pas au courant, parce que comme je l'ai dit, je m'intéresse pas trop au spatial. Mais vous, du coup, est-ce que il y a un projet spatial qui vous semble super intéressant, qui est en train de se produire en ce moment? C'est quoi qui vous hype le plus? Quel projet a le plus de potentiel d'avoir des fruits incroyables pour l'avancée de la science? Moi, pour l'instant, allez, je sais que l'ESA a envoyé une sonde vers Jupiter, qui devrait arriver dans longtemps parce qu'ils font un détour pas possible. Ils passent par Vénus d'abord, on retourne. Enfin, ils font tout un détour. Mais les nouvelles missions vers les satellites des géantes gazeuses, moi, je dis, le jour où j'apprends qu'il y a enfin la mission Encelade ou Europe ou Ganymède ou Titan qui est relancée, moi, je fais tout nu. Parce que, en fait, je me dis, c'est là qu'on a le plus de chances aujourd'hui avec ce qu'on sait, de trouver quelque chose vraiment d'intéressant. Je trouve que c'est même plus intéressant que Mars, encore. Parce que Mars, en fait, le truc, c'est que Mars, on sait maintenant qu'il y a eu de la vie, on trouve des traces de vie passée, etc. Mais là, sur Encelade, c'est de la vie, genre, potentiellement, là, maintenant, au présent. C'est pas juste trouver des traces, ah, il y a eu de la vie à une époque très lointaine. Non, non, là, c'est en mode, si tu envoies une mission, tu peux potentiellement, d'ici, moi, je suis quand même assez. Je crois pas trop au fameux scénario en mode ah, en 2030, pour moi, ça se fera peut-être dans 100 ans, tu vois, le temps qu'on trouve le truc. Mais je pense que à la fin du siècle, si on a une bonne mission vers Encelade
ou Europe, où il y a moyen de trouver des trucs intéressants. Je pense vraiment que moi, c'est ces missions-là qui m'aillent le plus, honnêtement. Parce que c'est là que je me dis, c'est déjà quelque chose qui est crédible et on va sur des mondes où il y a moyen de trouver bah, ce qu'on cherche, quoi. C'est-à-dire de la vie ailleurs. C'est sûr que de ce que tu racontes, moi, ça me hype de fou aussi. Et du coup, toi, Hugo? Alors moi, je vais amener une réponse totalement différente parce qu'on a en Bah tête ouais, les projets institutionnels, donc la NASA, la CNSA pour la Chine, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne pour l'Europe. Mais il y a aussi des acteurs du New Space qui font des choses qui sont complètement folles. Le premier acteur qu'on pourrait avoir en tête, c'est SpaceX. Et un truc qui est fou, ça m'a marqué à vie, c'est lorsque SpaceX a fait atterrir sa première Falcon, je sais plus combien, je crois que c'était la Falcon 9, mais j'ai un ouais, doute. très bien. J'ai vu l'atterrissage parce que c'était évidemment retransmis partout, et je l'ai vu en direct et j'ai été en mode, ça y est, là, l'humanité, elle a fait un bond de géant. Donc pour moi, c'est vraiment les aspects technologiques qu'on met en pratique à des fins commerciales qui sont complètement dingues. Évidemment, les recherches scientifiques, c'est super important et pour notre compréhension de l'univers et ce genre de choses. Mais moi, de par mes intérêts propres et mes projets et aussi mon parcours, je suis plus axé sur la technologie, le développement euh, que ça apporte à l'humanité. Et dans cette filière-là, et je ne vais pas être objectif puisque je vais aborder une entreprise belge qui s'appelle Aerospace Lab, qui fait un projet qui est selon moi complètement dingue. Et quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie en réto, que je suis tombé sur cette boîte, du coup ils ont été créés en 2018, et aujourd'hui, hier, pas aujourd'hui, mais hier, ils ont posé la première pierre de la plus grosse usine en Europe de satellites. Donc ils produisent des satellites entre 500 kg, 250 kg et une tonne, je crois. Et ils veulent en produire 500 par an. C'est complètement énorme quand on sait que des acteurs comme Boeing et Airbus peuvent faire des satellites géostationnaires sur plusieurs années, voire même ne pas les finir du tout et faire traîner ces projets sur la longue. Avoir une cadence industrielle sur des secteurs comme ceux des satellites, c'est hyper important pour les télécommunications, pour les GPS et également pour l'observation de la Terre, qui est un secteur qui est en pleine croissance. Et ça, avec ces données satellitaires-là, on peut les traiter et on peut faire de l'optimisation pour traiter des vrais problèmes comme les catastrophes climatiques, la gestion de nourriture, la logistique et les transports, les finances avec des assurances. Ouais, je suppose pour tous C'est les trucs connectés aussi, comme maintenant on veut faire des trucs autonomes ou des machins comme ça. exactement. Typiquement, les Euh, voitures autonomes, ça tourne aussi là-dessus. Donc, ça pour moi, c'est vraiment des bons géants pour l'humanité. C'est des petits acteurs comme ça qui se focalisent sur une problématique. On peut également citer RFA, donc en Allemagne, Rocket Factory Hasburg, qui veut faire la fusée la moins chère du marché alors que SpaceX existe. Et ils n'ont pas du tout le même plan que SpaceX de faire toujours plus gros et réutilisable. Donc c'est passionnant de voir des acteurs qui ont les mêmes idées, mais pas les mêmes plans, et qui font tous avancer le développement technologique de l'humanité en avant. Et je trouve ça, c'est ce que je trouve fou avec le spatial. Et c'est cool que tous ces projets-là soient en Europe au final parce que bah, finalement j'ai l'impression que il faudrait que l'Europe trouve un peu sa place dans ce milieu-là parce que avec des géants comme SpaceX, la NASA, etc. Est-ce que au final l'Europe est-ce qu'elle a un bel avenir dans l'espace ou est-ce qu'on peut rien faire au final face à des géants comme les États-Unis ou la Chine? Parce que toi, tu auras plus de trucs à donner. Moi, je trouve l'Europe manque cruellement d'ambition. Vraiment. Parce qu'on a le savoir-faire, on a le savoir, on a les connaissances. Je rappelle quand même que les Chinois qui maintenant sont dans l'espace bien plus, allez, ils sont bien plus avancés que nous dans l'espace, leurs fusées, c'est des copies d'Ariane. C'est du copier-coller d'Ariane 5, qui est le meilleur lanceur. Enfin, allez, c'est un des meilleurs lanceurs qui a jamais été inventé. Donc, en Europe, si on voulait, et si on mettait les moyens, on aurait déjà envoyé des Européens sur la Lune depuis très longtemps. Moi, je pense que c'est un problème d'ambition, et qu'on considère que c'est pas là-dedans qu'il faut mettre le plus d'argent, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Et on fait une grave erreur parce que on en parlera après avec la colonisation de l'espace, qu'est-ce qu'on en pense. Mais se dire que, allez, l'Europe qui a toujours été en avance sur tous les autres, pour un domaine aussi clé que l'espace,
est dépassé, et va être dépassé par l'Inde ou n'importe quel pays qui a un lanceur aujourd'hui. Bon, moi, je trouve, j'ai mal à mon Europe, quoi, tu vois. Alors, pour rebondir là-dessus, ben, je suis carrément d'accord, hein, et c'est indéniable qu'en Europe, on manque d'ambition. En tout cas, au niveau institutionnel, on manque d'ambition. Et c'est pour ça que c'est bien et c'est positif de voir des acteurs du New Space qui viennent, qui émergent avec des idées qui sont complètement dingues, qui vont commencer à se financer aux États-Unis. Et après, le défi, c'est qu'elles reviennent en Europe pour installer définitivement leur boîte. Mais si c'est le cas, ça donne des projets de fous qui ont des retombées complètement folles, que ce soit sur l'emploi ou sur n'importe quoi, hein. C'est totalement bénéfique à tous les points de vue d'avoir une autonomie européenne sur les secteurs spatials, parce que actuellement, en termes de lanceurs, en termes d'accès à l'espace, on est nulle part. C'est-à-dire que Ariane 5, elle a pris sa retraite, Ariane 6, elle n'est pas prête de sortir. On dépend des Américains pour tout ce qui est de l'accès à l'espace, et ça, c'est triste. Et des liens avec l'Amérique qui sont au final très fragiles, hein, pour mettre un petit peu la goutte politique, la touche politique, étant donné que je fais des études de sciences politiques, c'est que bah, on voit les discours de Donald Trump, notamment par rapport à l'OTAN, on peut au final remettre en cause ce lien qu'on avait avec l'Amérique qui nous protégeait, et qui nous permettait de faire ce qu'on voulait. Au final, peut-être que, et même il y a de grandes chances que l'histoire va nous pousser à s'indépendantiser et à plus compter entre Européens que avec les Américains. Et oui, effectivement, je pense que l'espace, c'est quand même littéralement le futur de l'humanité au final. Et sur ce secteur, je suis d'accord avec vous, il faudrait que l'Europe ait des armes en béton. Ouais, ça fait partie. En fait, c'est pas juste sur l'espace, hein. Oui, globalement, l'Europe devrait être plus indépendante sur tout, mais l'espace en fait partie, en fait. Et ce truc-là, et aussi parce l'Europe doit comprendre aussi que les autres ne partageront rien, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments au niveau de l'Europe, on a l'impression que la NASA va faire les trucs et puis nous, on va avoir les retombées aussi. Je pense qu'il faut pas être naïf non plus. Les Américains, ils font d'abord ça aussi pour eux, avant tout. Euh, Et l'Europe doit apprendre aussi, je pense, à faire les choses pour elle. Et donc c'est pour ça qu'elle doit se bouger. Mais ça, c'est pour tous les domaines, c'est pas juste le spatial. Et on l'a notamment vu très récemment avec l'annonce des astronautes d'Artemis 3, je crois, là j'ai un doute. Mais en gros, c'est un Japonais qui a été sélectionné avec des Américains. Pourquoi? Parce que Toyota fait le rover lunaire pour la mission Artemis. Et l'Europe là-dedans, elle est nulle part. Et ça, c'est dommageable. Et en plus d'avoir des aspects clés, pardon, l'espace, c'est aussi un secteur stratégique en termes militaires. C'est-à-dire que là, on parle avec l'actualité autour de Gaza, de l'Ukraine, de la Russie, mais le spatial occupe aussi une fonction clé dans le militaire. Et à la base, pourquoi on a envoyé des trucs là-haut? C'est pour espionner nos voisins pendant la guerre froide. Donc et c'est toujours le cas, c'est toujours en activité. Je sais qu'aux États-Unis, l'institution militaire, c'est ça qui rapporte le plus d'argent dans le secteur spatial que la NASA. Ok, ok. C'est vachement intéressant aussi. Mais du coup, Alex t'en parlait justement, la colonisation spatiale. On y vient. On va dire que c'est le projet qui fait rêver, qui alimente l'imaginaire collectif. On s'imagine des énormes serres, des énormes bulles sur les planètes dans lesquelles tout le monde vit avec son petit uniforme, etc. Est-ce que c'est réaliste? Déjà, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que bientôt, est-ce que c'est à notre portée, la colonisation spatiale? Dans combien d'années on pourra envisager vraiment d'avoir un projet concret? Et puis même peut-être fondamentalement, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Premier truc, est-ce que c'est réaliste? Pour moi, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, non. Notamment pour aller sur Mars. La Lune, ça peut se négocier et encore. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de galères. Mais sur Mars, allez, quand Elon Musk dit il y a quelques années, c'était en quelle année? Pour 2030, 2040, j'envoie une colonie sur Mars. Bon, c'est de la gigacouille, enfin moi je trouve. Surtout qu'en fait, on se rend compte depuis plusieurs années que plus on avance dans l'exploration de Mars, avec les rovers, les sondes, etc.,
plus on se rend compte qu'il y a des problèmes pour y aller en fait. Et plus la liste de trucs à régler s'allonge. Parce qu'avant, on pensait que c'était juste la distance, que c'était loin, il faut du carburant, gna gna gna. Puis on se disait, ah, une fois là-bas, bah oui, il n'y a pas de vie, donc il faut pouvoir se nourrir, boire, gna gna. Sauf qu'en fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a les radiations. Les distances, bah, on se rend compte que du coup, le trajet est tellement long qu'avec les radiations, tu peux foutre en l'air le matériel qui peut se dérégler, s'abîmer avec les radiations. Les astronautes peuvent mourir même dans l'espace, en fait, juste à cause des radiations. Euh, une fois que tu es là-bas sur place, bah ouais, qu'est-ce que tu fais en cas d'urgence? Il faut évacuer la planète à l'instant T. On n'a pas de... Je veux dire, s'il y a un problème là-bas, euh, il faut 9 mois, 6 à 9 mois pour envoyer une mission de sauvetage. Imaginons, on envoie des mecs sur Mars et en parallèle de ça, on fait une mission au cas où il faut rapatrier quelqu'un ou sauver quelqu'un. Ça se fait sur des mois, c'est impossible. Je veux dire, on pense même que les mecs qu'on enverrait maintenant, ce serait pour un aller simple. Ce qui est débile un peu, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, on n'a pas la technologie pour le faire. Donc, réaliste pour dans 10 à 20 ans, non. Moi, je pense à partir du siècle prochain, ça se pourrait. À partir du siècle prochain, je pense que ça commencerait à être réaliste. Il faudra voir où en sera l'humanité, évidemment. Et alors, est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, je sais que je pense qu'on n'a pas les mêmes opinions, Hugo et moi, mais moi, je suis pas très très positif vis-à-vis de ça. Moi, je trouve que... Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, il y a le truc un peu pragmatique de dire l'homme est né sur Terre, et donc, comme la vie est bien faite, a été pensé et conçu pour vivre sur Terre. Et donc déjà, moi, il y a ce truc un peu biologique de dire, si on est né ici et pas ailleurs, c'est pour une bonne raison. C'est que la place de l'homme, c'est sur Terre. Et donc, moi, le coup de dire, ah, on va pouvoir vivre dans l'espace, ou vivre sur d'autres planètes, pour moi, c'est compliqué. La Terre sera toujours notre maison, quoi. Et ce sera jamais aucune autre planète qui aura la même hospitalité que la Terre peut nous donner, quoi. Et on devra toujours être attaché à la Terre. On ne peut pas se passer de la Terre. Donc la colonisation, pour moi, dans l'espace, j'y crois moyen pour ce truc-là. Enfin, je suis pas trop pour ce truc-là. Et aussi pour une deuxième raison, ça c'est peut-être un peu plus, c'est un peu plus philosophique, on va dire, mais je pars du principe que l'homme fout déjà assez le bordel sur Terre comme ça, que pour contaminer ça sur les autres planètes qui ont rien demandé. Il y a un peu ce truc-là où moi je me dis, allez, l'homme, enfin, je suis pas sûr que pour l'espace, en fait, ce soit une bonne chose que l'homme aille le coloniser, qu'on aille répandre euh, tout ce qu'on sait faire de bien, mais aussi de pire. Et moi, je pense fondamentalement que la place de l'homme est sur Terre. Observer l'univers, observer les autres planètes, oui. Les comprendre, voilà, apprendre plein de choses sur elles, oui. Aller les coloniser, exploiter les ressources qui y sont, les habiter, et en fait reproduire les mêmes schémas qu'on fait sur Terre, je suis pas très chaud. Je pense que pour moi, on pourrait s'abstenir de faire ça. C'est vrai que est-ce que ce serait pas une utopie de se dire que maintenant que, il y a des idées telles que l'écologie, le développement durable, etc., penser que parce que on commence de plus en plus à adhérer à ces idées, que si on va coloniser une autre planète, on va plus appliquer ce schéma, qu'on a compris nos leçons et que on va faire en sorte de préserver ce nouvel habitat, est-ce qu'au final ce serait pas simplement, simplement se voiler la face et qu'au final l'homme va quand même perpétuer le cycle entre guillemets capitaliste et exploiter à fond la planète. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Hugo? Alors, je pense que, comme l'a dit Alexandre, c'est une question vachement philosophique parce que dans les années à venir, c'est clairement une utopie, c'est pas à porter. La question, elle n'est pas maintenant, mais la question est, on fera quoi quand la Terre sera plus là? Parce que oui, la Terre n'est pas éternelle, même si c'est dans Ouais. excessivement longtemps. Là, on est dans le domaine de la philosophie. C'est qu'est-ce qui se passerait si on serait encore là et si la Terre venait à disparaître? Pour moi, c'est vrai qu'il faut en effet pas qu'on reproduise les erreurs qu'on a faites sur Terre. Il faut savoir être respectueux de l'environnement. Et il y a des notions d'ailleurs de- d'espace durable, même en orbite terrestre actuellement, parce que il y a je sais plus combien d'objets, je crois qu'on a envoyé plus de 9000 satellites depuis Sputnik 1.
Et actuellement, c'est le bordel. C'est-à-dire que quand les Chinois et les Russes décident de faire péter un de leurs satellites en orbite, eh bien, ça génère tout plein de débris, tout plein de morceaux qui sont plus ou moins gros. Et ces morceaux, il y en a énormément. Donc, ceux qui sont à entre 1 et 10 centimètres, je pense que ça se compte en dizaines, voire centaines de millions. C'est c'est un gros problème puisque même des petits morceaux, même si l'espace est très grand, comme on l'a dit Ouais. tantôt, il commence à y en avoir un certain nombre et ces débris ont une vitesse folle. Ils peuvent causer des dommages incroyables à des satellites en orbite. Il y a eu notamment un moment où l'équipage de l'ISS a dû se mettre en posture, donc en procédure d'urgence, en mode on est prêt à évacuer parce qu'il y a une vague de débris qui arrive, parce que la Chine a tiré un missile On est un peu dans sur le Gravity, mais satellite. c'est, ouais, il y a un peu de ça. Ouais, c'est pas vraiment comme dans les films, mais cet aspect existe et est réel. Et, il y a aujourd'hui tout un domaine qui lui est spécifié, ça s'appelle les Space Traffic Management, du coup STM. Et c'est un vrai pan qui est étudié aujourd'hui parce que il y a un monsieur qui s'appelle Kessler qui a dit que, en gros, à partir d'un certain point, à partir d'un certain nombre de débris en orbite, on perd l'accès à l'espace, c'est-à-dire qu'on ne sait plus décoller de la planète Terre sans se faire péter la gueule par Il y des aurait trop cailloux. de débris, quoi. Ouais, il y aurait trop de pourriture en espace. Et là, je renvoie les gens au film Wall-E de Disney, Ouais. où on aperçoit que autour de la Terre, il y a une couche de débris phénoménale et c'est juste impossible Mais il y a se le truc, décoller au bout. t'avais pas entendu parler de ce machin où, on estime que il pourrait y avoir un jour un anneau artificiel autour de la Terre, avec tous les Euh, débris, et ça ça créerait pourrait. un anneau autour de la Terre. Moi, je trouve ça marrant, ce truc. Voir si c'est C'est réaliste ou pas. c'est marrant, c'est pas le terme, hein. Ouais, non, pas marrant. Mais c'est vrai que c'est possible et c'est totalement effrayant. Et pour revenir à à la civilisation après la Terre, je dirais qu'en effet, il faut voir l'espace comme un océan, les planètes comme des îles, et c'est pas bien d'aller polluer des îles qui n'ont rien demandé, en effet. C'est pas bien d'exploiter des ressources. Après, exploiter des astéroïdes, là, ça fait pas de mal. Il y a déjà des missions qui ont été testées et il y en a d'autres qui sont à venir. Il y a clairement quelque chose à faire. Et ouais, je verrais plus l'humanité sur des gros vaisseaux comme des gros paquebots humains, plus qu'une présence sur d'autres planètes. Ouais, toi, tu les verrais, du coup, genre, aller un truc à la Wall-E, quoi. Un truc qui. C'est ça, complètement à la Wall-E, on est là-dedans, parce que on parlait de la vitesse de la lumière tantôt, et quand on se pose les questions de qu'est-ce qu'on ferait si on avait les technologies, qu'est-ce qu'on ferait pour aller super vite, super loin? Et on se rend compte qu'en fait, on irait pas très vite et pas très loin. Parce qu'en fait, je crois que c'est Einstein qui a démontré ça, j'ai un doute. Mais en gros, on ne peut pas se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est pas possible. Oui, On peut c'est. pas dépasser ça. Bah, en fait, parce que le truc, c'est de l'énergie. Bah, en fait, il faut. C'est à cause de la masse, quoi. Donc, en fait, il faudrait que t'aies pas de masse. Et comme t'as une masse, c'est pas possible. Désolé les enfants, mais la téléportation, c'est pas pour aujourd'hui. Ouais, et alors il y a les trucs en mode, tu peux prendre. Soit t'as des trous de verre, que ce serait des passages qui pourraient aller de. Bon, là, ça devient vraiment de la théorie. Là, Et ça devient même justement, plus de la. Là, c'est de la convo de comptoir, presque, tu vois. C'est vraiment, ça devient. justement pour le dernier sujet, parce que là, on est quand même à 50 minutes, je pense qu'on peut s'applaudir, c'est à quel point c'est passionnant. Euh, mais du coup, moi, c'est une question par rapport au trou de verre. Moi, il y a quelque chose qui me fascine aussi, c'est le temps. Remonter dans le temps, est-ce que c'est possible? Et il y avait une théorie, il me semble. Je pensais au départ que c'était avec les trous noirs, et en fait, je me suis un peu renseigné, et en réalité, il faut pas confondre les trous noirs et les trous de verre. Les trous de verre, c'est une conception beaucoup plus abstraite. Je ne sais pas si on en a déjà observé, mais apparemment, ce serait surtout théorique. Et apparemment, un trou de verre permettrait de remonter dans le temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? C'est purement théorique, hein. Moi, j'avais entendu un autre truc, c'était que si t'allais à la vitesse de la lumière dans le sens inverse de la rotation de la Terre, tu pourrais remonter le temps. Je sais pas pourquoi. C'est des mecs qui ont dit ça, faudrait vérifier. Ce serait possible, mais impossible du coup. Ouais, voilà. Je, je sais pas, c'est tout des théories, c'est un peu de la. Comment dire ça? J'ai plus le mot. Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est insupportable. C'est un peu de la spéculation, hein, en mode, ah, si on avait les trous de verre, gna, gna, gna.
Par exemple, les trous de verre, moi je me rappelle, il y avait une théorie qui disait qu'un trou de verre, c'est pas, ça ferait l'épaisseur de genre d'un atome. Et que par exemple, du coup, ce serait pas possible de passer, tu vois, d'un trou de verre à l'autre. Trous de verre, on n'a pas encore prouvé leur existence. C'est juste c'est des hypothèses, je pense, hein. Des concepts scientifiques. Ouais, parce que les trous noirs maintenant, on est déjà quasiment sûr qu'ils existaient, même comme maintenant on vit une époque où on peut même les photographier. Là maintenant, il n'y a plus besoin de, enfin il n'y a plus de débat sur ça, ils existent. Les trous de verre, c'est plus tendu. Moi, je pense que c'est plus de la théorie qu'autre chose. Et surtout, on ne sait pas concrètement, allez, déjà dans la réalité, on ne saurait pas le démontrer, vu qu'on n'a pas les technologies pour. Et oui, peut-être ça fonctionnerait, peut-être pas. C'est comme les trous noirs qui seraient des. Il y a les trous noirs, il y a les trous blancs. En gros, l'idée ce serait que bah, le trou noir, c'est par là où tu rentres, et le trou blanc, ce serait bah, comme des trous noirs, mais inversés. En fait, au lieu d'absorber de la matière, qu'ils éjectent de la matière. Et du coup, toi, tu pourrais traverser un trou noir et ressortir de l'autre côté par un trou blanc qui propulse de la matière dans l'univers. Ce que je vais dire, c'est extrêmement débile, mais est-ce que il y a personne qui a eu l'idée d'envoyer une caméra dans un trou noir pour voir où est-ce que ça mènerait? Tu dis ça puisque la NASA a posté il y a quelques semaines une vidéo sur YouTube où c'est qu'est-ce qui se passerait si on mettait une caméra dans un trou noir, la faire traverser. Ils ont fait ça. Oui, ils ont fait ça il y a quelques semaines, du coup c'est tout neuf. Et Et du coup, c'est juste un passage sans fin qui boucle. Et là encore, on peut s'en remettre à notre définition du temps, mais c'est encore une fois jouer avec des concepts très théoriques, très vagues, et on n'a aucun moyen de mettre ça en ah, pratique. et puis c'est complexe parce qu'en fait, moi je pense même la NASA qui fait ça, c'est un peu aussi de la. Bon, ça a peut-être des bases solides, mais c'est peut-être aussi un peu de la spéculation aussi, vu que Il globalement y a on ne sait sûrement pas. des hypothèses très fortes qui sont Oui, passées. mais allez, il faudrait. Comment dire, c'est un peu comme une vue d'artiste, quoi. Ce serait à quoi ça pourrait ressembler avec ce qu'on sait, à peu de choses près. On sait même pas si on pourrait aller dans un trou noir. Et en fait, un trou noir, le truc aussi, c'est que c'est pas un trou, hein. Enfin, c'est. Je trouve même le trou noir finalement se rapproche plus d'un astre comme le Soleil en fait que qu'autre chose. Parce qu'en fait, un trou noir, c'est juste une déformation de l'espace causée par un truc qui est très massif, très très lourd. Mais tous les objets ont une masse dans l'univers, donc en fait, c'est comme si tu avais le Soleil, il pesait tellement lourd que il te fait un trou dans la table, quoi. Il déforme la table tellement qu'il en fait un trou et toi tu tombes, enfin, et tu tombes dedans, quoi. Donc c'est plus ça en fait. C'est pas tellement. Genre un trou noir, il voit juste un trou, tu peux passer dedans. C'est même pas sûr en fait. C'est juste un objet très massif. En fait, tu tomberais dessus, quoi. Je pense, c'est un truc comme ça. Euh, Ah ouais, putain. Donc Dinguerie. pour ceux qui cherchent la Je- vidéo, c'est sur la chaîne NASA Goddard. Ok, bah, de toute façon, j'indiquerai que ce soit sur une fiche ou en description. Mais oui, c'est super intéressant. Mais du coup, merci à tous, merci à vous deux du coup d'être venus. C'était super intéressant, j'ai appris pas mal de trucs et je pense que nos auditeurs aussi. Du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout nous émettre vos retours, c'est super important. Je me lance un petit peu tel une bouteille à la mer, presque sans préparation. J'apprendrai avec le temps, mais voilà, vos retours sont super importants. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!